Vous combattez les idées reçues et les contresens historiques sur les réseaux sous le pseudo Yann Toucourt. Votre travail est salué par les historiens académiques et vous sortez donc ce bouquin qui nous a passionnés. Ça s'appelle France Fiction, Histoire des idées reçues de l'histoire de France. Bouquin que vous avez dirigé et coécrit avec 25 historiens de renom. Vous êtes une star, vos likes se comptent en millions. Vos élèves, ils vivent ça comment? C'est pas un sujet. Voilà. Ah bon? Je cloisonne. Non, je cloisonne. C'est vraiment pas un sujet. D'accord. L'idée, c'est d'éviter le mélange des genres. Et donc, quand je suis chez moi, je suis vidéaste, je fais de la vulgarisation. Et puis, au lycée, c'est Monsieur Bouvier. D'accord. Ils vous disent rien Non. En début d'année, peut-être les seconds, les élèves qui viennent d'arriver dans l'établissement. Qui vous connaissent pas, il faut... qui m'ont déjà peut-être aperçu en vidéo, s'interrogent. Mais très rapidement, je leur dis que ça ne sera pas un sujet. Est-ce que je peux vous demander le badge que vous portez pour les personnes, pour qu'on comprenne? Alors oui, non, c'est un badge en fait qui fait allusion à un chiffre qui a été publié en début d'année par le rapporteur des droits, qui signale que 6 à 7 000 jeunes en France, ayant fait l'objet de mesures de placement par un juge pour enfants, c'est-à-dire en situation de danger grave, oui, n'ont pas leur mesure de placement exécutée. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui dans leur famille en danger, dans la chambre. Et le chiffre, donc c'est celui que vous avez sur le badge. Ce chiffre-là, j'ai moi-même été placé en foyer multiple et ensuite en famille d'accueil. Et voilà, c'est un chiffre parmi d'autres qui illustre les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance dans ce pays. J'avais envie d'en parler. Très bien. Merci de m'avoir interrogé. Avec plaisir. Comment vous êtes tombé dans l'histoire avec un grand H? J'ai des souvenirs de lecture de livres d'histoire, justement, quand j'arrive au premier foyer. Donc je pense qu'initialement, c'est un peu de l'ordre du refuge. C'est une manière de m'éloigner dans le temps et dans l'espace de ce qui m'a conduit dans ce... C'est pas un prof en particulier qui vous a amené... Non. Et qu'est-ce que ça vous procurait? Je pense que ça a une forme d'échappatoire. Initialement, c'était ça. Et puis j'ai découvert au cours de mes études d'histoire, de manière un peu hasardeuse, qu'en fait ma mère avait fait une maîtrise en histoire médiévale, qu'elle avait aussi un peu enseigné l'histoire. On m'avait toujours raconté qu'elle était bibliothécaire avant de tomber gravement malade. Et donc voilà, c'est un petit hasard de la vie. D'accord. L'histoire est aujourd'hui attaquée de toutes parts, on en parle régulièrement ici. Instrumentalisée, elle est tordue, elle est revisitée aux États-Unis, en France par les populistes de tous bords. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit une sale période pour vous, pour les historiens? Disons que les historiens, essayant d'apporter de la nuance, essayant d'être en quête de compréhension, pas nécessairement de vérité, il y a parfois des débats, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des champs d'incertitude. Et je pense que justement cette nuance pose problème à ceux qui voudraient imposer un récit un peu caricatural. Alors le livre, il est passionnant, 26 histoires instrumentalisées, 26 mises au point. On commence par la première, signée par vous, Nos ancêtres les Gaulois. Quand on est en France, on devient un ancêtre des Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, c'est votre histoire, c'est mon histoire, c'est l'histoire de tous les Français. Les Romains sont arrivés jusqu'à Lyon. Tout le reste, c'était des Gaulois. Plein de tribus gauloises. Un rebelle gaulois infligea une défaite magistrale à Jules César. Bon, vous me direz, certains y verront un hommage direct aux Gaulois réfractaires. Et ce peuple luthérien qui n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Donc tout le monde s'accroche à ce mythe. Les ancêtres, oui, alors les pas dans Gaulois. Les mêmes termes quand même. Tous. Non, il y a des différents. Emmanuel Macron parle des luthériens, certains parlent des Gaulois, ils parlent de qui d'autre? Et le mythe le plus important en fait qui circule, c'est celui qui voudrait que cette phrase ait été inscrite dans les manuels scolaires de la XIIIe République. On ne la retrouve pas. L'esprit y est, mais la phrase, on ne la retrouve pas. Donc elle vient d'où alors? Effectivement, la Troisième République instrumentalise la figure des Gaulois, mais qui en fait avait déjà été érigée comme ancêtre des Français, notamment des non-aristocrates au XVIIIe siècle et même antérieurement. Donc la Troisième République reprend ce récit, le réagence pour faire nation. L'esprit de la formule se trouve dans les manuels, mais la formule elle-même ne s'y trouve pas. Est-ce que tout le monde est d'accord sur l'origine de ce drapeau qui est derrière moi? Il y a beaucoup à dire. C'est un chapitre dans le livre. Alors c'est un chapitre. Le chapitre, je vais éviter de le dévoiler, en plus on en fait bientôt une vidéo YouTube, le chapitre porte vraiment sur la symbolique des trois couleurs. Très rapidement, on a tendance à dire, et là les enseignants, bien sûr, s'appuient sur ce récit, je l'ai moi-même longtemps fait, que c'est le bleu et le rouge Paris, l'Union de Paris, et le blanc du roi. C'est une belle histoire. Mais c'est pas vrai. C'est une construction ultérieure, effectivement. Après, il y a la question de pourquoi un drapeau en bande. Ça a été l'objet d'une petite querelle avec Antoine Léaumont l'an dernier. J'ai fait une petite vidéo de réponse. Il a répondu à ma vidéo. Il voyait dans cette disposition en bande, député LFI de l'Essonne, effectivement. Et lui, il considérait que c'était l'héritage d'une grève de marins bretons antiraciste,
en septembre 1790, qui refusait que des bateaux aillent à Saint-Domingue pour mater une esclave, qui en fait, pour mater une révolte d'esclaves, Oui. qui en fait n'éclate qu'à l'été d'après. Donc ça pose déjà un petit problème de chronologie. de temps. Mais alors du coup, est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on sait Bientôt 100% sur YouTube, sûr? Alors, pour ce qui est de la je lis le symbolique livre, des couleurs, si je oui, lis le livre, je saurai pourquoi bleu, blanc, rouge. grâce à Denise Turel, qui effectivement a fait un travail remarquable de recherche. On va s'attaquer à un gros morceau. Pétain a-t-il sauvé des Juifs? Il y a beaucoup à dire. Donc, des historiens se sont déjà penchés sur l'aspect vraiment historique, sources, méthodes, etc. Mais ça peut en fait se débunker cette affirmation. Quand on personnalise la question relativement Pétain à Pétain, a sauvé des Juifs français. très vite. Dans les 20 secondes après l'extrait que vous voyez, Éric Zemmour mobilise l'ouvrage d'un historien franco-israélien qui s'appelle Alain Michel, qui en 2012 a publié un ouvrage qui s'appelle Vichy et la Shoah. Sur un moteur de recherche, vous tapez Alain Michel, Zemmour, Pétain. Vous allez tomber sur une interview donnée par Alain Michel, justement, soit en 2014 au JDD, je crois, soit 2021, Causeur. Et à chaque fois, le journaliste lui pose la question. Est-ce que Zemmour a raison de dire Pétain a sauvé les Juifs français? Alain Michel dit non. La thèse d'Alain Michel, qui est très discutée, qui est minoritaire, c'est que c'est à mettre au crédit de Laval, Secondé de Bousquet. Il n'y a en fait aucune querelle historiographique sur la question de savoir si Pétain est sauveur des Juifs. Ça, c'est une pure invention d'Éric Zemmour. Au présent, en tous les cas. On reste dans la même période historique. Un chapitre s'intitule « La collaboration n'était que l'affaire de l'extrême droite ». Vrai ou faux? Alors, le chapitre est traité par Laurent Joly. Disons que c'est complexe. Le problème de cette affirmation, c'est que déjà, elle sous-entend que tous les militants d'extrême droite, que tous les cadres des formations d'extrême droite auraient collaboré. Certains, et même beaucoup, se sont engagés dans la résistance. C'est le premier point. Si on se concentre sur le casting, à l'été 40, contrairement à un montage qui circule beaucoup sur X et qui a un grand succès, mais c'est en fait un gouvernement d'union des droites. Donc on a Alibert qui vient de l'extrême droite, on a des catholiques conservateurs, on a le centre droit, Laval, dont il faut rappeler qu'il a quitté la SFIO au mi-temps des années 20, dans les années 30, c'est un homme de droite. On a aussi un néo-socialiste. Mais vraiment, le projet, c'est une union des droites. Voilà. Après, si on se concentre sur la politique qui a été déployée, elle met en place, Vichy, l'État français, met directement en place dès l'été 40 des mesures réclamées par les extrêmes droites françaises, notamment le gel des naturalisations, l'interdiction de la franc-maçonnerie, le statut des juifs bientôt, etc. etc. Jean-Michel, il y a un chapitre qui t'a passionné. Le baptême de Clovis. Alors, il m'a intéressé. Alors, moi, le baptême de Clovis, je pensais dans ma tête 480. T'es fan? Je suis fan, oui, je suis fan. Non, de Clovis, non, je ne suis pas fan, mais 496, c'est le premier qui se fait baptiser. C'est important dans l'histoire de France. En vous lisant, je comprends que... En lisant Bruno Dumézil. C'est Bruno Dumézil. Oui. Mais enfin, en lisant votre livre, je comprends que, en fait, on n'en sait rien. Il y a une source qui dit que Clovis a été baptisé, probablement l'a-t-il été. Ça, c'est pas remis en cause, mais on ne sait pas exactement à quelle date, on ne sait pas dans quelles circonstances. Il y a Ambre qui est choqué. Et la source, oui, je suis désolé, moi, je ne t'avais pas prévenu. Et la source, elle date, c'est Grégoire de Tours, mais ça, c'est peut-être 30, 40, 50 ans après l'éventuel baptême. Et ça m'a intéressé, d'autant plus que je me souvenais, j'ai regardé, mais je n'ai pas eu le chiffre des ventes, que Philippe de Villiers a fait un livre sur la vérité sur le baptême de Clovis. Enfin, et c'était Chalbert Michel, et voilà comment a été rédigée la 4e de couverture, le mystère Clovis. Voilà. Parce que vous dites, oh, c'est très compliqué tout ça, mais Philippe de Villiers, 2018, il disait, mais voilà, ce livre est clair d'un jour nouveau, le mystère, il rétablit la vérité sur la date de son baptême, et il renouvelle la perspective symbolique de tout notre passé. C'est Philippe de Villiers, la modestie. Il ne connaît pas, mais ce qui m'a fait marrer, c'est je rétablis la vérité. Mais la vérité sur un truc qu'on ne sait pas, avec précision, c'est difficile de la rétablir. Lui, il l'a. Non, il a toutes les vérités, lui. Donc je trouvais ça marrant. Voilà. Et quand vous tombez sur ce genre de bouquin de Philippe de Villiers Je ou d'autres... ne peux pas traiter tous les propos pseudo, il y en a trop. Tous les jours, il y en a un nouveau. C'est vrai? Non, oui. Non mais vraiment. Vous On parlez voit de- très régulièrement des vidéos en me demandant qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? En tous les cas, les propos pseudo-historiques ont des chambres d'écho inédites. Avec les réseaux sociaux, maintenant l'intelligence artificielle, les pauvres notamment, qui font fureur sur TikTok et qui en fait sont remplis d'âneries parce que l'intelligence artificielle s'appuie sur des moteurs de rendu de jeux vidéo qui eux-mêmes interprètent le passé. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Et est-ce que vous sentez que vos élèves sont perméables à certaines informations? Peut-être des livres, peut-être les réseaux sociaux, peut-être l'IA, peut-être les médias? Moi, je les trouve plutôt très critiques et très curieux.
J'ai l'impression qu'ils se posent beaucoup de questions et qu'on caricature un petit peu la naïveté supposée, en tout cas, des lycéens. Je disais pas qu'ils étaient naïfs, je posais la question pour savoir s'ils étaient justement perméables à ça. Mais par exemple, des terminales en géopolitique. Alors après, c'est un peu particulier. Ils ont choisi cette spécialité aussi déjà par appétence et parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient effectivement perméables à ça. On va ouvrir le dossier du Moyen-Âge. Ça a duré combien de temps? Est-ce que c'était si horrible que ça, le Moyen-Âge? Est-ce qu'ils étaient dégueulasses? Est-ce que ça puait? La première chose qu'il faut savoir sur les médiévaux, c'est que même... Oui, on a mis ça comme image. Mais c'est très intéressant. C'est qu'eux-mêmes ne savaient pas qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Non. C'est une construction rhétorique postérieure. Qui sont cons, ces médiévaux? Et qu'est-ce qu'ils étaient cons? Ils ne savaient même pas quel temps ils vivaient. Et pour eux, ils étaient modernes. Alors, eux se vivaient comme extrêmement modernes, et c'est effectivement à partir du XVe siècle que notamment des intellectuels, pour mieux se raccrocher à l'Antiquité, vont décrédibiliser cette période qu'ils vont qualifier comme une période de recul. Et puis ensuite, les Lumières vont rajouter de la masse et des faux arguments, d'ailleurs, des déformations de faits à... Mais est-ce que la culture populaire, dans les films, que ce soit dans Les Visiteurs ou dans des films plus historiques, plus séries, est-ce qu'on est assez... Est-ce que c'était vraiment comme ça ou pas? Alors, est-ce que c'est fidèle ou pas? Sur la plupart des films médiévalistes, on applique une sorte de filtre marron-gris dégueulasse. Ils ont tous des tenues de cuir bouilli, il n'y a pas de couleur. Le Moyen-Âge, c'était la polychromie partout. Les bâtiments étaient... Comment vous en êtes sûr? Alors, par exemple, avec des analyses, tout simplement, il y a des restes de peinture sur les façades des cathédrales de Reims. Donc, il y avait plein de couleurs. Il y avait plein de couleurs. Alors, ce qui est très drôle avec cette histoire, là, c'est vraiment plus anecdotique, c'est que les artistes de la Renaissance critiquaient cet art qu'ils trouvaient de mauvais goût. Ils ont voulu se reconnecter à l'art antique parce qu'ils voyaient des sculptures blanches immaculées, sauf qu'elles-mêmes étaient peintes. Et elles ont aussi perdu leur couleur. Ils ne savaient pas qu'elles étaient Ils ne savaient pas qu'en fait, les médiévaux, de ce point de vue-là, les médiévaux avaient une esthétique très antique.